Bonjour à tous. Alors, de quoi sommes-nous partis? On est parti de pas mal de constats où on se disait non, il faut absolument devenir mobile first. Alors mobile first, c'était vraiment un mot important pour nous. On l'a pesé assez longuement en se disant on a de plus en plus d'usages en mobilité. Ok, c'est une palissade, mais ça devient vrai. C'est-à-dire qu'on est à plus de 50% de notre inventaire en mobilité. Une partie très importante de nos lecteurs viennent spécifiquement sur le mobile. Et pour autant, la rédaction était entièrement tournée vers le web. Donc on exportait ce qu'on faisait sur le web vers le mobile. C'était comme ça qu'on hiérarchisait l'info. En termes techniques, on n'avait même pas 10% de nos ressources techniques qui étaient dédiées à la mobilité. On avait quand même déjà fait ce constat, donc on avait quand même créé une petite équipe Nouveaux Médias dirigée par Édouard qui est là. Mais pour autant, on voyait qu'on avait vraiment un décalage très important entre cet enjeu et les ressources qu'on y dédiait et la manière dont on le pensait dans notre activité au quotidien. Et puis alors en termes de monétisation, n'en parlons pas, on l'a dit et redit, c'est sorti dans plein d'études. Mais le mobile, c'est 50% des usages et 10% même pas du chiffre d'affaires publicitaire de l'Internet français. C'est quand même un gros problème. Nous, on s'en sortait pas trop mal là-dedans, parce que c'était près de 15% de notre CA pub numérique, mais ça restait près de 15%. C'est quand même très loin de 50%. Du coup, on s'est dit bon, on ne peut plus, on peut pas du tout faire la révolution du mobile tel qu'on s'y prend d'habitude avec quelque chose qui montait en puissance, mais qui restait trop mineur dans nos efforts, dans nos investissements, dans notre pensée au quotidien. Il fallait revoir complètement ça. Et du coup, c'est vraiment ça le point de départ qui fait qu'on a créé une assez grosse équipe pour repenser complètement notre écosystème en mobilité. Et puis un autre point de départ, c'était aussi de voir que bien qu'on exportait sur le mobile ce qu'on faisait sur le web, le top 10 des articles n'était jamais le même. Donc quasiment, sauf exception évidemment à faire Charlie. Bon, c'est évidemment la même chose qui intéresse tout le monde au même moment sur tous les supports. Mais mis à part des cas comme ça très particuliers, on avait un top 10 quasiment toujours différent entre le web et le mobile. En revanche, les tablettes étaient assez proches du web. Si je fais ça, par exemple, est-ce que ça marche? Non. Ok. Alors, je vais me mettre là plutôt. Non. Bon. Et du coup, on a repensé tout ça et d'ailleurs, on a lancé la nouvelle appli dans cette même salle au mois de juin. Donc voilà, c'est rigolo de revenir en parler quelques mois plus tard. Alors en termes de vision, non. Bon. En termes de vision, merci. Non plus. Ça ne marche pas. On n'a pas du tout été modeste, mais entre guillemets, vous verrez dans ce qu'on a écrit, parce qu'on s'est dit, on veut essayer de concevoir la meilleure application francophone d'information sur mobile et tablette. Alors meilleure entre guillemets, évidemment qu'il y en a plein, et on sera parmi les meilleurs. L'idée, c'est pas du tout, on se dit pas que tout le monde ne fera pas une très bonne appli, hein. Mais en tout cas, avec vraiment un écart très fort par rapport à ce qu'on avait comme existant. Et donc, que ce soit en termes éditorial, vraiment rénover les choses et les penser pour la mobilité, mais aussi en termes d'expérience et du coup aussi en termes de technique. On a profité pour revoir entièrement du fond en comble tout le code de ce qu'on a fait. En termes de timeline du projet, on a démarré en janvier 2014 en réunissant une équipe pluridisciplinaire dont on parlera juste après pour vraiment lancer la conception. On avait avant fait toute une phase de cadrage. On savait déjà ce qu'on voulait faire dans les grandes lignes. On avait déjà conçu un business plan sur plusieurs années. Puis là, on est vraiment passé en phase de conception pure et dure. Donc, quelles seront les premières étapes de ce qu'on sortira en juin? C'était notre date cible. Quelques mois après, en mars, on avait bouclé le concept éditorial et puis tout ce qui concernait l'ergonomie et le design. Et on avait commencé à redévelopper toute une partie du code pour qu'il soit beaucoup plus propre. En juin, on a fait notre lancement. Sachant que dès le départ, on savait que c'était un lancement entre guillemets, puisque toutes les 3 semaines, on avait des releases. Et c'était encore le cas, c'était prévu au départ dans le projet, à la fois parce qu'on avait beaucoup trop d'idées par rapport à ce qu'on était capable de faire dans quelques mois, hein, sinon on aurait mis 1 an et demi à la sortir, et puis aussi parce qu'on croit vraiment
à la valeur et à l'intérêt de l'expérimentation live. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on en lance les choses qu'on voit ce qui prend bien, ce qui finalement était une mauvaise idée, et c'est ce qui permet d'innover, d'être en rupture, parce qu'on est capable de corriger très rapidement. Donc on l'a fait à la fois, on a des releases à la fois pour corriger des choses, mais aussi pour introduire des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, pendant l'été, assez vite, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a sorti l'application, alors il y a eu plein de gens qui ont dit c'est super, et puis d'autres qui ont dit c'est vraiment pas bien, trop de changements, on est perdu, on a perdu nos repères. Et c'est vrai qu'on avait été loin dans ce qu'on a proposé, et donc notamment, je vais en parler après, mais comme on a proposé par défaut un direct, il y avait des habitués de l'application à qui manquait la une classique hiérarchisée de manière plus traditionnelle. Et donc, on leur a permis, avec la personnalisation des cartes, de choisir finalement si vous voulez arriver sur le direct ou si vous voulez arriver sur la une. Donc ça a permis de répondre à cette interrogation qu'avait un certain nombre de nos lecteurs. Il y a 1% des gens qui l'ont fait, juste pour info. Donc je pense que c'était pas une mauvaise idée de passer par le direct, pour 99% d'entre eux. Mais il y en a 1% quand même pour qui c'était un souci, donc on a proposé ça. On avait aussi un grand enjeu sur la monétisation pub, notamment, on va en reparler après, et donc on a sorti des nouveaux formats pub à la sortie de l'application, mais aussi à la fin de l'été. On a également expérimenté un fonctionnement au meter, donc à l'accès à l'abonnement en fonction de l'usage sur les IP américaines, pour une bonne raison, c'est qu'on se disait on a quand même 25% de notre trafic en dehors de France. Or, cette partie-là, on peut pas la monétiser par la pub quasiment. C'est-à-dire, déjà en France, on monétise pas très bien par la pub, mais alors à l'étranger, c'est vraiment très dur pour un média français de bien monétiser. Donc on se disait, aux États-Unis, il y a quelque chose qui est assez accepté, qui est le fonctionnement du meter du New York Times. On va essayer de voir si ça nous permet pas de bien monétiser. Bon, le résultat, c'est pas vraiment ça, mais du coup, c'était pour les étrangers, on se disait que ça pouvait être une bonne solution. Il faut encore qu'on trouve autre chose. Et puis on continue. Donc c'est un projet qui est sans fin puisque c'est le cœur maintenant de ce qu'on fait. Donc on a des fonctionnalités très importantes qui vont sortir bientôt, notamment le suivi d'actu. Et puis en mai également, on va avoir une matinale qui va être lancée, la matinale du Monde. Donc une nouvelle appli. On en reparlera peut-être ici. On verra ça. En termes d'équipe, donc tout à l'heure je parlais d'une équipe pluridisciplinaire. Ça pour nous c'était clé. Donc on a détaché, donc il y a eu beaucoup de monde au total, parce que là on va parler du cœur de l'actu en continu, mais on a travaillé sur beaucoup d'applis en parallèle. Et dans cette équipe, ce qui nous a semblé important, c'est à la fois de détacher des personnes de la rédaction qui soient un mix en termes d'expérience, à la fois un red chef très web qui vient vraiment de l'univers numérique, mais aussi l'ancien chef du service international, donc c'est aussi un niveau red chef au monde, qui avait une expérience plutôt print et du reste de la rédaction. Donc c'était vraiment deux pointures hyper reconnues qu'on a détachées pendant 6 mois full-time sur ce projet pour être vraiment au cœur de la conception et avoir le temps de réfléchir à des nouveaux formats éditoriaux, mais aussi de travailler au quotidien avec les équipes à la fois de développement, mais aussi les UX, tout ce qui était le design et la gestion de projet. Donc c'était vraiment une partie clé pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait en termes éditorial ? Finalement, donc le direct, ça peut sembler idiot, mais pour un titre comme Le Monde, finalement, c'était quand même assez important comme changement, de se dire, on va accepter. Alors, évidemment, il y a un choix éditorial qui est fait. Il y a même beaucoup de sujets qui sont conçus spécifiquement pour ce direct. Donc, ça ne veut pas dire qu'on publie tout à la va-vite, n'importe comment. Mais on le présente quand même dans le direct par un ordre antéchronologique. Donc, il y a une sélection de sujets. Un choix de format de traitement qui peut aller du tweet à la super infographie en vidéo pendant 5 minutes qui est très très longue à faire, et en passant par toutes les tailles d'articles et d'infographies. Mais ça a vraiment été le point de départ de ce direct, c'est de se dire quand même toute une partie des lecteurs sont en mobilité régulièrement et ont besoin de savoir quelles étaient les dernières infos, qu'est-ce qui s'est passé de clés choisies par la rédaction du Monde depuis que j'ai consulté mon application la dernière fois. Dont ce direct, et avec une titraille et une hiérarchie qui soient vraiment adaptées à la mobilité.
Aujourd'hui, c'est vraiment une très grosse partie de notre audience sur l'appli. Puisque je vous disais, ça a été conservé comme page d'accueil par 99% des lecteurs. Alors, il n'y a que le choix entre la une et le direct qui est ouvert à tous. Si on veut choisir l'ordre des rubriques autres, c'est réservé aux abonnés. Et Isabelle, est-ce que c'est pas un peu parce que par défaut, le choix c'est le direct et parfois les utilisateurs ils savent pas comment changer. Alors est-ce que les chiffres du coup du 1% sont vraiment probants? Quand on l'a lancé la personnalisation de la carte, il y avait quand même un tutoriel d'entrée obligatoire en fait par lequel on passait. Donc il y a forcément des gens qui n'ont pas vu, mais il y a quand même ça. C'est aussi accessible dans le menu en tant que tel en marquant modifier vos rubriques. Donc il est possible qu'il y ait des gens qui l'aient pas vu, mais en tout cas tous ceux qui l'ont vu représentent plus que 1%. Donc ça reste quand même ça montre quand même le fait que ça répond à la demande. Par ailleurs, le direct aujourd'hui est beaucoup plus fort que n'était la une avant. Donc ça correspond vraiment, en tout cas pour nos lecteurs. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour toutes les marques, pour tous les titres, mais ça correspond vraiment chez nous à une demande et à un usage. Et puis enfin, on le voit aussi dans nos commentaires sur les stores, nos commentaires en direct, où on a vraiment beaucoup de remerciements en fait pour ce direct. Et puis, le monde, c'est de la réactivité, de la pédagogie et de l'analyse. Donc la réactivité, on l'a vraiment dans le direct. La pédagogie, on l'a dans tous les formats qu'on développe de plus en plus, notamment les décodeurs et les longs formats. Et puis l'analyse, on l'a notamment dans la une et puis au fur et à mesure des rubriques. Et donc c'était bien l'idée, c'était de pouvoir passer très facilement de la réactivité à la profondeur en fait. Et c'est tout ce travail-là qui a été fait en termes d'ergonomie. Et donc pour la partie ergonomique, on voulait non seulement avoir une navigation très intuitive, mais aussi mieux faire découvrir la profondeur de l'application. On publie évidemment énormément de choses, comme tout titre d'info généraliste. Un écran d'accueil a beaucoup d'importance sur une appli, ça c'est sûr, comme à la télé. Mais néanmoins, on retrouve vraiment beaucoup de contenus très riches qui vont intéresser un lecteur donné beaucoup plus en profondeur dans l'appli. Et donc, une des idées, ça a été de travailler sur un système de mini-cartes, mais surtout d'utiliser le pull to refresh au départ. Après, on l'a changé, mais d'utiliser le pull to refresh au départ comme moyen de rentrer dans ces petites cartes et de naviguer au sein de l'appli. Ce qui fait qu'on utilisait un geste qui était destiné à autre chose d'habitude, qui était à rafraîchir l'appli, qui se faisait chez nous automatiquement avec la nouvelle refonte technique, pour montrer la richesse de la navigation. Après, on a réintroduit le pull to refresh parce que quand les gens avaient une mauvaise connexion, on s'est rendu compte que quand même ça les gênait quand même de ne pas pouvoir agir eux-mêmes. Mais ça a permis directement d'avoir un nombre de pages vues et de temps passé dans l'appli qui était en effet beaucoup plus important et qu'on a conservé depuis. Donc ça a vraiment porté ses fruits de passer par cet élément-là. Puis on avait un autre enjeu très fort aussi qui était de mieux mixer le gratuit et le payant. Puisque vous savez qu'on est dans un modèle freemium. Aujourd'hui, 50% de nos revenus sur le numérique sont publicitaires et 50% ne sont pas publicitaires. Donc c'est quand même là-dessus qu'on a la plus forte croissance. Même si on a une croissance des audiences qui est encore de 25%. On a une croissance pub qui est inférieure à 2 chiffres, qui est bonne, mais qui est inférieure à 2 chiffres, alors que sur la partie abonnement, on sait qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, on voulait vraiment profiter de cette refonte pour, à la fois dans le direct, dans la une et dans les différentes cartes thématiques, faire un vrai mix de gratuit et de payant. Et donc, voilà, ça a été fait. C'était bien. On va voir les résultats après. En termes de format mobile, alors est-ce que tu peux le lancer non, la page d'avant. Tu peux pas ? Bon, alors du coup, c'est pas grave, je vais essayer de vous expliquer normalement ce qui se passe si vous l'avez pas vu. C'est pas du tout comme ça. Quand on clique sur un article, on a un format qui peut s'afficher qui s'appelle le topsticiel, où en fait, on a d'abord comme un pavé qui est en haut, et quand vous scrollez et que pour continuer la lecture de votre article, le pavé diminue et vient se figer comme une mini bannière tout en haut. Ce qui permet d'avoir à la fois quelque chose qui est impactant, en même temps qui ne gêne pas la lecture,
et qui pousse en plus à avoir plutôt des belles créas. Or, nos lecteurs, quand c'est des belles créas bien intégrées, ne s'en plaignent pas trop. C'est pas le cas sinon. Donc ça, c'est un format qui a été inventé dans le cadre de ce projet. On a, de la même manière que éditorialement, on a fait un travail multidisciplinaire, on l'a fait aussi pour l'innovation sur les formats pub, en travaillant avec les agences, des ergonomes, des développeurs, des personnes de la régie, et ça a été une conception en commun. Si tu passes sur celui d'après, celui-là, la manière, c'est pas grave, laisse-le comme ça, la manière dont ça se passe, c'est que quand vous scrollez, au fur et à mesure de votre scroll, il se passe des choses en fait dans le format pub. Donc là, en l'occurrence, la voiture avance. C'était un partenaire qu'on avait au lancement d'ailleurs. Donc au fur et à mesure vous descendiez, le format remontait évidemment avec la voiture qui avançait dedans. Bon, ça fait partie notamment des exemples de formats qu'on a inventés à ce moment-là. Il y en a eu d'autres, mais l'idée, ça a été vraiment d'inventer des choses qui pouvaient permettre de aider à faire bouger le marché. Et donc en termes de résultats, on est super content, même si on continue évidemment et que c'est que le début d'une histoire. On a un trafic qui croît très fortement, on est plutôt à 25%. Alors, il y a quelques indicateurs sur quelques OS qui sont à 5, mais on est en moyenne plutôt entre 20 et 25%. On a un engagement qui a beaucoup augmenté parce qu'on a 15% de temps passé en plus par visite. C'est même 18% dans les derniers chiffres que j'ai regardés. On a des revenus pub qui ont fait plus 50% là, quand je regarde par rapport à... et qui vont continuer. J'espère même qu'on va accélérer cette partie-là. Et des revenus abonnements. Alors, pour savoir ce qui est spécifiquement dû à l'appli, parce qu'on a des revenus d'abo qui augmentent beaucoup, on regarde les revenus iTunes. On a de l'in-app dans l'application et ça fait plus 50% depuis le lancement. Voilà rapidement pour le monde. Merci beaucoup Isabelle. On va passer aux questions de la salle si vous en avez. Moi j'en ai eu quelques-unes pour lancer les festivités. Vous avez parlé donc de 25 personnes mobilisées sur le développement de l'application. Est-ce que ça veut dire que ils ont appris au cours de cela à écrire spécifiquement pour le mobile? Vous avez parlé de contenu exclusif pour le mobile. Est-ce que ces contenus exclusifs du coup ne se retrouvent pas sur le site web lemonde.fr? Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça sur l'écriture des contenus? Alors 25%, ce n'est pas que pour l'écriture. 25 personnes, pardon, ce n'est pas que pour l'écriture des contenus. Juste pour c'est aussi pour le développement, le marketing, 25 etc. personnes, c'est pour l'ensemble des métiers, y compris des personnes de la régie pour travailler sur les nouveaux formats pub, des ergonomes pour travailler sur les nouveaux formats pub. Donc c'est vraiment tout compris. 25 personnes ont été sollicitées pour les développements iOS et les développements Android je crois que c'était 6 personnes de la partie rédaction. Oui, il y avait 2 personnes full-time, complètement full-time, sur le projet d'appli en continu. Et puis on a aussi le projet de la matinale, où là, il y en a à nouveau 3 personnes. Et puis le suivi d'actu, où il y a aussi une personne. Donc là, je me suis concentrée sur l'appli en continu, mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on travaillait ces 25 personnes. Dans toute la phase de conception, l'idée, ça a été à la fois d'essayer de réfléchir à une nouvelle manière ce qui pouvait être proposé au lecteur, de faire des choix évidemment parmi ces différentes options, et donc en effet d'identifier et de faire ce qu'on appelle des POC, donc en fait des versions un peu à blanc, mais qu'on peut manipuler, avec lesquelles on peut jouer. Et donc, notamment éditorialement, en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on aurait maintenant? Pour voir si cette fameuse idée de direct, notamment, avec des contenus spécifiques pour le mobile, fonctionnerait. Et alors, Verdict? Verdict, on l'a lancé, puisque ça fonctionne. Parce qu'en fait, j'imagine, et c'est normal, quand on innove et qu'on lance une application, on crée des formats, ça marche pas, on les retire. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de formats dans le direct qui ont vraiment marché, du coup, que vous avez continué à développer, et puis d'autres, à contrario, qui ont été décevants et que vous avez laissé tomber? On n'a pas éditorialement laissé tomber de format. Tout ce qui, pour l'instant, a été testé et fait au fur et à mesure a été conservé. Vous êtes très fort chez le monde. Non, mais parce que les formats sont choisis en fonction de l'actu du moment, donc aussi. Non, on n'a pas. En revanche, on a changé des choses en termes d'ergonomie. Mais en l'occurrence, on n'a pas à ce jour eu de tentatives de format. On a des expérimentations en cours sur la vidéo où on peut qui peuvent conduire à ça, mais pas des choses qu'on ait fait spécifiquement pour le mobile, pour lesquelles on s'est dit non, on va arrêter, ça ne marche pas.
Il y a quelque chose qui est un peu communément répandu qui dit en gros quand on est passé du print au web, on a essayé de faire les mêmes formats en ligne ce qui était sur le print, et là on arrive au moment du mobile où on se dit bon, on va finalement mettre la même chose sur le site web et sur mobile, est-ce que c'est pas une erreur? C'était notre point de départ, c'est-à-dire on peut pas mettre que la même chose, hiérarchiser de la même manière, titrer de la même manière. On va pas non plus faire que du spécifique mobile. Hein. On n'aura absolument pas les moyens de le faire, et en plus je ne pense pas que ce serait utile. Donc on a quand même énormément de choses qui sont aussi publiées sur le web et qui marchent très bien en mobilité. Donc c'est une question de Philippe Couve. Vous avez dit très rapidement qu'il y avait une hiérarchie de la fréquentation des sujets qui étaient différentes sur le web. Ouais. Et sur le mobile. Est-ce que vous pouvez être un peu plus spécifique? Est-ce qu'il y a des typologies de sujets qui marchent bien sur mobile, moins bien sur le web ou le contraire? Et des formats également? Alors, on commence à avoir quelques éléments qui se dessinent, mais parfois on est complètement encore surpris. On ne comprend pas toujours cette différence, hein, pour être honnête. On a fait plein d'analyses. Au début, on s'est dit ça doit être tout simplement lié aux alertes. Bon, déjà, bon. On a regardé, non, c'est pas le cas, c'est pas du tout lié aux alertes. Bon, ça c'était le premier truc qui nous était venu à l'esprit. Il y a des types de sujets qui en effet fonctionnent mieux, fonctionnent vraiment bien. Tout ce qui concerne les décodeurs qui marchent très bien sur le web fonctionne particulièrement bien sur le mobile. Des sujets sur les nouvelles technos fonctionnent particulièrement bien sur le mobile. Donc on se dit vraiment aussi une question de profil des lecteurs en fait, même si on a des lecteurs communs, on a aussi des lecteurs qui sont spécifiques et qui ont l'air d'avoir un profil un peu différent. Puisqu'en revanche, ce n'est pas lié ni à l'heure de publication, ni au push. Donc après, on a parfois des sujets, je me souviens d'un sujet récemment, ça devait être dans le cadre des départementales, sur Android, sur un lieu en Île-de-France spécifique qui a cartonné, qui est vraiment sorti de mémoire en 3e position sur un reporting hebdo. Franchement, ça nous a tous... on a parlé avec la rédaction, avec la direction de la rédac, on est resté complètement stupéfait par... on n'aurait jamais pu l'imaginer. Donc, il y a aussi une partie qui provient de ce que les gens viralisent, hein, mais on n'a pas encore toujours les éléments. On sait sur certains sujets que ça a marché, particulièrement bien. La science, enfin bon, il y a toute une partie des sujets pour lesquels c'est évident, mais parfois c'est sans explication encore. Isabelle, le temps presse, donc question courte, réponse courte si ça vous va. Alors question courte, Alexandre Lee de Café Abel, j'avais juste une question en fait en termes de stratégie, comment est-ce que vous aviez différencié ou pas une stratégie sur les versions mobiles et une stratégie pour les applications? C'est pas une réponse courte, hein, ça. Un exemple concret. Un exemple concret. Aujourd'hui, le site mobile, on n'est pas encore en responsive nous, mais bon, on n'est pas en avance là-dessus. Aujourd'hui, le site mobile, on y arrive essentiellement par des moyens indirects. Donc c'est beaucoup par des moteurs de recherche et beaucoup par des réseaux sociaux, en très grande majorité. L'application, c'est vraiment un choix direct. Finalement, nos lecteurs les plus assidus sont encore beaucoup sur l'application, et nos nouveaux lecteurs viennent beaucoup sur le site mobile, et après on les emmène sur l'application. Voilà, donc en fait, si on regarde, on a beaucoup plus de lecteurs sur le site mobile, mais moins d'inventaire, et c'est l'inverse sur l'application. Une dernière question, et ensuite on passe la main. 2 questions très courtes. C'est combien de personnes au jour le jour pour le site mobile? Est-ce que l'équipe est dédiée? Combien il y a de personnes? Et pour votre système rédactionnel, comment vous publiez pour le site mobile? Est-ce que c'est intégré directement dans votre CMS? C'est intégré dans le CMS. On a une édition particulière pour le site mobile, comme on a d'ailleurs entre l'édition gratuite et l'édition payante. Donc c'est dans le même CMS. Et au départ, on avait prévu 4 personnes complètement dédiées. C'est toujours l'équivalent de 4 tous les jours, mais en fait, c'est absorbé par le desk, par les uns et les autres en fonction du moment. Donc c'est l'équivalent de 4 personnes, mais c'est pas toujours 4 personnes qui ne font que ça. C'est un bout de 20 personnes. Je veux pas vous frustrer, donc si ça vous va, on va laisser la parole à Mickaël Fromentou pour la partie 20 minutes, et ensuite les questions pourront être d'ailleurs croisées sur ces 2 cas. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous. Donc moi je suis Mickaël Fromentou, directeur adjoint des activités numériques chez 20 minutes. Et je vais vous présenter la nouvelle application iPad de 20 minutes que nous avons lancée en décembre dernier, donc juste avant Noël. Cette application faisait effectivement l'objet
d'un dossier au fond Google. Le projet en question n'était pas exclusivement dédié sur cette application, c'était une étape parmi tant d'autres. On a un dossier beaucoup plus large autour de l'individualisation de l'offre, la personnalisation. Donc ça se rapproche énormément de la présentation de ce matin de l'Express et de la Croix. Et donc là, je vais revenir, ce qu'on m'a demandé de revenir plus spécialement sur notre application iPad, une application qui se veut la plus ouverte possible, une application sociable et personnalisable. Donc, je vais improviser le temps que ça arrive. Cette application, en fait, tout d'abord, je vais vous expliquer comment on est arrivé à cette réflexion-là. Derrière, je vous la présenterai rapidement avec les écrans les plus importants, surtout dédiés à la partie de la personnalisation. Je vous présenterai les premiers résultats, les problèmes qu'on a pu rencontrer et surtout les évolutions à venir sur cette application, parce qu'à l'image de ce que fait le monde, l'idée, c'est effectivement d'y aller par POC de 3 semaines à 1 mois pour faire évoluer cette application en fonction des remarques de nos lecteurs et des sujets qui fonctionnent. Du coup, je vais reprendre une question pour pas frustrer les gens le temps que la présentation arrive. Je crois qu'il y avait une question, monsieur avec les lunettes, c'est ça ? Restez, hein, ça va. Bonjour Claudio, je me dirige les programmes d'innovation ici chez Numa. J'avais une question, vous avez parlé vous avez fait un lancement qui n'était pas vraiment un lancement et plutôt des séquences de lancement continu. Je voulais savoir si c'était la première fois que vous travaillez de cette manière-là et si ça s'applique aussi au web comme stratégie de release permanente plutôt que refonte une fois tous les quelques mois. C'est la première fois qu'on l'a fait de manière aussi forte, organisée et anticipée. C'est-à-dire que oui, naturellement, évidemment, on a quand même tendance à faire les choses par étapes, mais on va dire qu'avec cette expérience dont on est vraiment très satisfait, on a appris à vraiment le faire de manière bien plus aboutie et maintenant on le fait un peu systématiquement sur tous nos projets. Donc pas forcément avec des releases toutes les 3 semaines, parce que alors là, ça serait juste impossible à gérer. Ça, on le fait vraiment sur la partie applicative. Sur le reste, c'est pas le cas parce que sur le web, on lance vraiment beaucoup de projets quasiment tous les mois. Mais oui, on rentre de plus en plus dans cette logique-là. Maintenant, tout le monde travaille en méthode agile, quel que soit le projet, et avec un fonctionnement de release. Les avantages, c'est de pouvoir sortir des éléments clés plus vite, de faire des vrais MVP, c'est-à-dire de se concentrer sur ce qui nous semble clé, et de pouvoir petit à petit faire évoluer les choses, comme ce que je disais, non seulement en fonction des idées qu'on a, mais aussi en effet en fonction des usages qui sont constatés, voire des retours de certains utilisateurs. Merci beaucoup. Excusez-nous pour cette interlude. On apprend toujours quelque chose. Je retourne à Michael Fromentou. Merci. Merci. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi cette application ? Donc cette application a été réalisée suite à de nombreux tests utilisateurs. On a rencontré pas mal de nos lecteurs, fait des tests quali pour comprendre exactement qu'est-ce qu'ils attendaient d'une application iPad, qu'est-ce qu'ils attendaient de 20 minutes sur ce sujet. Et les principaux termes qui revenaient étaient liés finalement à l'ADN de la marque 20 minutes parce que c'était plutôt un public jeune qui nous a répondu et qui souhaitait avoir une application accessible, ouverte, utile, interactive dans laquelle ils peuvent personnaliser, faire un maximum de choses dans cette appli. Donc d'où l'idée de sortir une application qu'on appelle nous la plus ouverte possible, contrairement à nos confrères où c'est une application dédiée par rapport à leur contenu. On a fait le choix, nous, de pouvoir intégrer dans cette application des contenus externes parce que les tests utilisateurs montraient qu'il y avait une appétence très forte sur les sujets de 20 minutes, sur les sujets hard news, mais à côté de cela, il y avait des demandes fortes sur des thèmes un peu plus serviciels ou des sujets sur lesquels 20 minutes n'étaient pas forcément les plus exhaustifs. Je pense au cinéma, je pense aux sorties, à la cuisine. Et donc, à partir de ce constat-là, on a décidé d'ouvrir cette application et de laisser la possibilité à nos utilisateurs de pouvoir choisir des flux RSS, des blogs qu'ils ont l'habitude de suivre pour pouvoir l'intégrer dans cette application. Donc, je reviendrai dessus un peu plus tard. Une application connectée, parce que là, pareil, on a un public très jeune, suréquipé, qui ont de nombreux réseaux
réseaux sociaux. Et là, l'idée, c'était pareil, de pouvoir leur donner une expérience de navigation plus forte dans l'appli 20 minutes. En même temps qu'ils vont consulter l'application de news, ils vont pouvoir jeter un coup d'œil directement dans l'application sur leur flux Twitter, sur leur mur Facebook. Et là aussi, on va enrichir leur expérience dans l'application. Et enfin, personnalisable. Donc là, effectivement, c'est le sujet du moment. On va pouvoir faire en sorte, dans cette application, d'afficher les contenus qui correspondent au centre d'intérêt de l'utilisateur. Donc, que ce soit des contenus produits par la rédaction ou des contenus qu'on va remonter de différents flux RSS que l'utilisateur aura choisi. Donc, comment ça fonctionne? Vraiment, le test utilisateur nous obligeait à vraiment travailler cette interface qui doit être intuitif. Donc là, on a fait de nombreux tests utilisateurs. Et là, l'idée très simple, et ça reprend un peu les cartes que Isabelle mentionnait tout à l'heure, c'est qu'en bas, on a tous les contenus qui sont proposés dans l'application, et par un simple drag and drop, on construit son application. Donc c'est une interface de personnalisation qui n'est pas obligatoire, mais qui a été fortement travaillée pour que l'utilisateur passe sur ces pages-là, et surtout lui expliquer le bénéfice de faire cette personnalisation. Donc dans l'application, on va pouvoir choisir ces contenus locaux, parce que là, le contenu local, ça a été une très très forte demande pendant les tests d'utilisateurs. On a la chance d'avoir 11 rédactions en local dans les 11 plus grandes agglomérations de France. Donc on va, par défaut, si la personne accepte la géolocalisation, lui pousser les contenus de la ville où il se situe, mais il aura également la possibilité d'intégrer d'autres villes dans son application. Après, de manière très classique, il va pouvoir choisir ses rubriques, mais également des sujets d'actualité du moment pour s'abonner et suivre en temps réel l'information sur ce sujet. Donc, je pense aux élections départementales, des sujets de personnalité, François Hollande, une équipe de foot ou d'autres sujets high-tech. Donc ce que je disais tout à l'heure, la possibilité d'intégrer directement son flux Twitter et son mur Facebook dans l'application par un simple drag and drop. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Et la partie des flux externes. Donc là, les flux externes, le principe, on a une mise en avant d'éditeurs qui ont accepté, qui ont désiré être intégrés dans l'application pour être mis en avant. On a la possibilité de chercher d'autres flux qui sont enregistrés dans l'application, d'autres flux qui sont également demandés par les utilisateurs par rapport à des blogs précis. Et le principe est simple, c'est au sein de l'application, on a la remontée des contenus de ces différents éditeurs ou blogs, et on clique dessus, une web view s'ouvre, donc on arrive sur le site de l'éditeur en question dans lequel on peut complètement naviguer, et en fermant la web view, on revient dans l'application pour continuer sa navigation dans l'appli 20 minutes. Je pose juste une question là-dessus. Ça veut dire que vous vous mettez quelque part dans l'ambiance Flipboard sur ces nouvelles fonctionnalités. Vous n'êtes plus seulement un éditeur de contenu, vous êtes une plateforme plus générale. Exactement, c'était vraiment la demande du lecteur. Ils ouvrent 20 minutes tous les jours. C'est une démarche, comme disait Isabelle, d'accès direct dans l'appli. Mais on s'est rendu compte qu'ils avaient d'autres attentes, qu'ils voulaient passer plus de temps dessus, et donc des demandes très précises. Là, il y a Ouest France, actionnaire de 20 minutes, qui est mise en avant, mais on a une très très forte demande des quotidiens de la PQR, parce que les utilisateurs, la Dépêche du Midi, proposent du contenu, et comme ça on peut l'afficher directement dans l'application. Et comment c'est comptabilisé? C'est vous qui récoltez le nombre de vues sur l'application mobile, ou ça va chez vos concurrents? Ça va chez nos confrères. La WebView s'ouvre, ça lance automatiquement le site du confrère, donc ça génère de l'audience pour le confrère, et nous, ça répond à un besoin, une demande de nos utilisateurs. Une fois que ces 3-4 écrans de personnalisation ont été réalisés, l'utilisateur aura la possibilité de choisir également 2 affichages. Donc on a un affichage plus tableau de bord à la Newsdeck, où là c'est vraiment les utilisateurs qui veulent énormément de contenu, une exhaustivité de contenu. Ils vont pouvoir retrouver tous les thèmes qui ont été choisis lors de la personnalisation. Et une version plus News Lounge qui se rapproche d'un format journal avec un swipe latéral, où là, l'intelligence de l'application va faire en sorte de repérer parmi toutes les demandes faites par le lecteur sur les différents sujets, va remonter des sujets d'actualité en fonction donc de ses centres d'intérêt, du nombre de vues, du nombre de partages, pour lui créer son journal à lui en fonction de tout ce qu'il a paramétré auparavant. Et là, je faisais juste un petit
clin d'œil sur la page article, où là on a mis en place un scroll infini qui fonctionne très très bien, où on a de très bons retours dessus. Comme ça, les utilisateurs rentrent dans l'espace qu'ils ont décidé. Donc là, un sujet entertainment, mais ça pourrait être les élections départementales. Et en simple scroll, ils vont pouvoir consulter toute l'information produite sur les dernières 48 heures. Donc quels sont les résultats ? On s'est rendu compte qu'on a une meilleure fidélisation des lecteurs, puisque en audience, on réalise 2 millions de visites sur notre application iPad, donc c'est plus 18% par rapport à février 2014. Donc on a pris le mois de février parce qu'on a un mois de janvier quand même très atypique, donc difficile d'en tirer des conclusions, mais on a une audience qui augmente, et ce qui est intéressant, c'est comparer l'audience de cette V3 de l'application, donc 40%, c'est plutôt 50% aujourd'hui du parc qui a basculé sur cette nouvelle application par rapport à l'ancienne version qui est toujours accessible parce que l'ancienne version était une appli uniquement iPad alors que cette nouvelle application est une application universelle avec l'iPhone. Donc tant qu'elle fonctionne et tant que les nouveaux iOS nous permettent d'avoir ces deux applications, on maintient la présence de ces deux applis. Et on se rend compte qu'on a une fidélisation plus forte en temps passé, en pages vues qui explose avec 40 pages vues donc par rapport à l'ancienne version. Donc là, c'est effet direct du scroll infini et de la fidélisation puisque le nombre de visites par mois et par VU a plus que doublé. On a 15,4 nombre de visites par mois par VU. Donc, en page vue et en visite, c'est notable. Mais en revanche, sur le temps passé, 14 secondes supplémentaires, vous n'êtes pas un peu déçu sur cette partie ? Effectivement, quand on a vu ce chiffre, on s'est posé pas mal de questions. On se rend compte, quand on a fait une étude quali, que les personnes avec le scroll infini avaient le sentiment de consulter beaucoup plus d'informations. Le retour qu'on a, c'est que en temps passé, effectivement, ça se voit pas forcément, mais eux ont le sentiment d'avoir consulté beaucoup plus d'infos et quand ils sortent de l'appli 20 minutes, d'avoir vraiment fait un tour global de toute l'actu. Donc qui se voit pas forcément en temps passé, mais le scroll infini, par définition, on passe d'une page à l'autre. Donc c'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions, mais les retours utilisateurs sont bons sur ce point. Et en comportement, là on a un succès indéniable sur le tableau de bord qui est pris en main par 85% des utilisateurs. Et notre satisfaction, c'est au sujet de la personnalisation, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même 46%, donc un peu moins d'une personne sur deux, qui ont fait la démarche de personnaliser au moins un élément. 41% ont choisi une ville, 34% y ont intégré leur réseau social et 27% y ont agrégé un contenu externe. Donc là, c'est quand même une satisfaction parce que faire de la personnalisation, on sait que les gens sont plutôt fainéants. Là, on a travaillé énormément le tutoriel de départ pour faire en sorte de leur expliquer comment ça marche et quels sont les bénéfices que ça leur apporte de faire cette personnalisation. Les problèmes qu'on a pu rencontrer, donc c'est un projet qui a eu 3 mois de retard. En raison de ces nombreux tests utilisateurs, parce qu'on voulait faire quelque chose qui corresponde à ce que nos lecteurs attendent, mais également des problèmes au niveau de la technique, parce que l'agrégation de tous ces flux RSS dans une application, c'est lourd, donc il a fallu travailler énormément les chargements de pages. On doit continuer à travailler ce point, parce que c'est un des retours forts qu'on a encore aujourd'hui, que l'application n'est pas assez rapide pour afficher tous ces flux, donc il y a de gros travail là-dessus qui sont faits. Sur les flux RSS, la difficulté de trouver aujourd'hui des flux RSS de qualité. Donc on a décidé, nous, de ne prendre les flux RSS que ceux qui respectent la norme W3C et Facebook qui change régulièrement d'API et sur un sujet où on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une peur de nos lecteurs au départ de brancher leurs réseaux sociaux. Donc on s'est rendu compte que sur la première visite, il y avait très peu de gens qui branchaient leur Facebook, leur Twitter, par crainte d'exploitation de leurs données. Pourtant, on leur a expliqué plusieurs fois qu'on ne publiera pas sur leur compte, etc. Mais on s'est rendu compte que derrière, on a un très fort taux de transformation parce qu'on leur a montré quel était l'intérêt de brancher ces contenus externes. Et donc, on passe rapidement de seulement 5% qui font la démarche au départ à 36% qui comprennent par la suite à l'utilisation l'intérêt de brancher ces réseaux sociaux. Et l'évolution qui sont prévues, là, c'est d'arriver à passer d'une personnalisation active vers une personnalisation beaucoup plus passive qu'aujourd'hui. Donc là, c'est la continuité du chantier qui a été soumis au fonds Google, c'est d'être capable, via la remontée de toutes les navigations, de croiser les ID mobiles avec notre base de données pour faire en sorte de proposer réellement le contenu qu'ils souhaitent ou qu'on repère via leur navigation. Et surtout poursuivre l'ouverture vers d'autres contenus, vers d'autres services dans l'appli.
Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Michael Fromentou. Est-ce que vous avez des questions sur le cas 20 minutes? Sur les cas croisés Le Monde 20 minutes, si vous voulez. Moi, j'ai une question pour les deux. Quel type de tests utilisateurs ont été les plus utiles et pourquoi, pour vous deux? Donc moi, de mon côté, on a fait venir une dizaine de lecteurs chez 20 minutes, où on les a laissés utiliser au départ l'application tout seuls. On avait fait le système avec une petite caméra pour voir comment ils abordaient la personnalisation. Et c'est finalement ceux qui a le plus marché, parce que derrière, on les a vus après en entretien pendant une demi-heure sur qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié. Et voilà, c'est vraiment finalement du face-à-face avec ces lecteurs où on a eu le plus de retours intéressants. Pour nous, c'est à la fois des tests utilisateurs, en effet, en prenant des gens qui passent dans la rue en bas du bureau pour faire tester des fonctionnalités en cours de conception, mais aussi beaucoup par l'usage interne. Comme on essaye vraiment de mettre à disposition des POC ou des versions bêta très rapidement. Et finalement, les premières, en général, dans un petit cercle de personnes qui travaillent quand même plus ou moins sur le projet. Et puis au fur et à mesure de l'enrichissement et du fait que ça commence à ressembler à quelque chose, c'est étendu jusqu'à être proposé quasiment à tout le monde en interne, en bêta-test. Et du coup, ça nous fait aussi d'autres utilisateurs. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez parler un peu plus sur les problèmes des vitesses, des changements par rapport au RSS, et aussi la partie de personnalisation passive? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Sur le flux RSS, le principe c'est que pour éviter, parce qu'on sait qu'un flux RSS peut tomber, ne plus fonctionner pendant un temps, et on se rendait compte que ça faisait complètement crasher l'application. Donc en fait, tous les flux RSS, on va les récupérer dans une base chez nous qu'on va parser pour le mettre un peu à la norme de nos API, donc de la manière que notre application mange ces API. Donc il y a un gros travail là-dessus, de pouvoir récupérer ces flux pour pouvoir les afficher comme nos API pour plus de stabilité. Et sur la partie passive, là le principe ça reste quand même assez simple parce qu'on n'est pas allé à fond sur ce sujet data, mais on a derrière une base de données qui va récupérer pour chacune des personnes tous les sujets qui ont été choisis, donc chacun des thèmes, et en fonction à côté du fonctionnement de certains articles, parce qu'ils vont cartonner sur Facebook, sur Twitter, qui vont cartonner sur Google News, on va rassembler tout ça dans une base, on va mélanger et on va faire en sorte que ça s'affiche correctement dans le mode journal en fonction de ces critères très personnels et des critères beaucoup plus globaux sur la consultation de l'info sur le site 20 minutes. Oui, je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas de cannibalisation entre l'application iPad et le site, quoi? Est-ce que vous avez constaté des changements importants, structurellement importants en ce qui concerne les lecteurs? C'est une très bonne question. J'avais une slide supplémentaire que j'ai cachée à la fin parce que je ne pensais pas avoir le temps. Là, c'est l'évolution sur un an de l'audience de l'application iPad en bleu sur une base 100 versus la consultation du site Internet sur browser. On se rend compte que les deux évoluent fortement dans le même sens, mais on voit une accélération du browser sur la fin de l'année qui est complètement liée à la sortie de notre nouveau site qui était en responsive design sur le browser, et on se rend compte que le browser accélère plus vite que l'iPad. Donc là, ça nous fait nous poser énormément de questions en interne parce qu'il faut arriver à expliquer aux gens quel est le bénéfice de notre application. C'est là où on gagne finalement plus d'argent au niveau des CPM, de faire en sorte de leur expliquer quel est vraiment le bénéfice de télécharger l'appli, parce que le browser, l'avantage, c'est qu'ils connaissent le site internet 20 minutes et donc ils ont leurs habitudes, et donc ouais, là c'est une très bonne question sur laquelle on essaye de travailler. Merci beaucoup Michael Fromentou, Isabelle André. Merci à tous d'être venus. Je vous conseille d'aller déjeuner au rez-de-chaussée. Ah, excusez-moi. Non, ce n'est pas encore l'heure du déjeuner. Ici, on déjeune un peu plus tard. Donc, je vais passer la main, effectivement, pour le discours de Google. Merci beaucoup à tous. Honnêtement, j'ai pas...
Michael Gordon, Vice President. Okay. Yes. Donc je fais juste ça. Pour le next, à chaque fois qu'il est hein? Rebonjour à tous. Je suis vraiment ému et heureux de vous voir ici. Quand j'ai pris la direction du Fonds pour l'innovation numérique de la presse, septembre 2013, j'avais en tête 3 mots-clés: innovation, diversité, transparence. Et c'est vrai que quand je vous vois ici, j'ai l'impression qu'il y a un bout du chemin qui a été parcouru. L'innovation, c'est évidemment l'objet de ce fonds qui est le fruit d'un accord de partenariat absolument inédit entre la presse et Google. Chaque année, depuis 2013, 20 millions d'euros sont consacrés à financer des projets portés par la presse d'information politique et générale, dont le fonds prend en charge jusqu'à 60% des dépenses engagées. Des projets qu'on souhaite bien sûr innovants, cohérents dans leur approche et leur estimation de business model, c'est vraiment important pour nous. Vous avez là un récapitulatif des règles de fonctionnement du fonds. Je ne vais pas revenir sur tout. Et le bureau du FINP est toujours ouvert pour recevoir les éditeurs et dialoguer directement et jouer un peu au ping-pong avec les projets. Ce matin, vous avez pu découvrir un bon nombre de ces projets. Certains sont déjà lancés, d'autres sont en cours d'élaboration. Et je pense que c'était important d'avoir un lieu aussi d'échange et de partage. Des projets, on en a financé 53 sur les 73 qui ont été déposés depuis plus d'1 an et demi. En 2013, 15,7 millions d'euros ont été engagés, 16,1 en 2014. Et les montants qui n'ont pas été engagés durant les 3 années d'exercice du fonds pourront être reportés en 2016 sur vote du conseil d'administration. Ce matin, dans le dossier qui vous a été remis, il y a aussi un rapport complet qui est le bilan et tendance 2014, où vous trouverez un rappel des montants engagés, un descriptif succinct de tous les projets. La diversité, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi, pour nous tous. Et si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi parce que 12 titres de PQN, 12 de PQR et 12 pure players, puis les news, c'était vraiment le témoignage de cette diversité. Il y a aussi beaucoup d'autres acteurs, je dirais quasiment tous les acteurs de la grande famille de presse IPG. Cette diversité, on l'a eu ce matin, je l'ai maintenant devant moi. Et je vous remercie vraiment tous, journalistes, éditeurs, responsables numériques, patrons de presse, d'être venus aussi nombreux pour participer à tout ça, pour partager, pour discuter et essayer de se réunir et d'échanger autour des stratégies de chacun. Et je crois que c'est aussi ça le FINP, d'avoir un lieu d'échange, de partage et de vraiment réfléchir ensemble sur l'innovation et la reconstruction, l'évolution du paysage médiatique. J'en profite aussi pour anticiper une critique qui revient parfois, qui est parfois adressée au fonds, qui veut que malgré une réelle diversité d'acteurs retenus, les gros montants iraient systématiquement aux plus gros éditeurs. Alors c'est vrai, mais je dirais que c'est un peu un biais induit par notre effort de transparence, qui est parfois mal interprété. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'abord, les éditeurs doivent apporter 40% du montant des projets. Donc évidemment, le coût total du projet déposé est souvent fonction de la taille des éditeurs. Le deuxième point, c'est que sur les premières années, plus de 3 millions chaque année n'ont pas été engagés, ce qui prouve qu'il y a toujours eu de la place pour les bons projets innovants. Troisième et dernier point, si on regarde les choses en termes de ratio,
qu'on regarde le nombre de journalistes, le chiffre d'affaires, la taille des entreprises, les fonds propres, en réalité, les petits acteurs sont proportionnellement plus aidés que les gros acteurs, et ça, c'est un point très important, et je tiens à le souligner. Un mot maintenant, rapidement, sur les tendances qui se dégagent des projets. On voit qu'il y a évidemment beaucoup de projets autour de la monétisation, de passage au payant, d'augmentation des zones payantes, des projets autour de la diversification, et un sujet essentiel qui est la big data. Comment les éditeurs vont pouvoir travailler à mieux qualifier leurs audiences et mieux connaître évidemment leurs lecteurs pour mieux les engager. On voit aussi se passer beaucoup de choses sur la vidéo, on voit des choses sur la curation sociale, un peu sur le data journalisme, le mobile évidemment. Et on commence à voir aussi pas mal de choses sur les interfaces graphiques, les grands formats, les longues formes comme on dit. Là encore, ce matin, vous avez pu voir les projets présentés par 24 éditeurs. Vous avez vu la diversité des problématiques. Je les remercie encore d'être venus. Je remercie également le NUMA, qui est un lieu assez étonnant. C'est plus qu'un lieu, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de partage, c'est un esprit, c'est un endroit dédié à l'innovation, aux approches collaboratives, bref, à faire pousser les bonnes idées. Évidemment, je remercie très chaleureusement Peter, Julien, Marjorie, Francesca, Alice, qui ont accepté de modérer les débats avec talent. Wanifra, évidemment, qui est notre partenaire sous cet événement. David, Vincent, Sandrine et évidemment Julia, qui ont contribué à nous réunir tous ici. Avant de vous retrouver cet après-midi, il y aura une pause déjeuner avec un buffet qui est offert en bas. Cet après-midi, je vous donne rendez-vous pour une fin de journée pleine d'aspiration avec des débats en anglais, des intervenants internationaux qui sont venus pour certains de très loin et que aussi je remercie chaleureusement. Et je vais donner la parole à Carlo D'Azarobiando de Google, qui est président du conseil d'administration du fonds. Et je dois le dire, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible et que je remercie pour sa confiance, ainsi que Francis Morel et les autres membres du board. Je ne sais pas si c'est moi ou Francis, le président du fonds. On alterne et honnêtement, j'oublie toujours dans quelle phase on est. Je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, je voudrais dire quelques mots et passer la parole ensuite à Francis. La première chose que je voudrais faire, c'est remercier les administrateurs indépendants. Je voudrais remercier Stéphane Ramsey, Marie-Christine Levet et Mats Carduner parce qu'ils font, je pense, un travail formidable. C'est eux vraiment qui analysent les projets. Nous, comme d'ailleurs Francis, comme Marc, comme Bruno, comme chacun des représentants de la presse dans le fond, on fait attention et on doit le faire à la confidentialité et respecter ça. Et je pense qu'on a vraiment fait un long parcours ensemble depuis quelques années. Je pense que tous ceux qui sont là depuis le début, comme Denis, s'en souviendront. Je voudrais juste dire quelques mots. La première chose, c'est Google s'intéresse au journalisme et s'intéresse à la presse parce que c'est quelque chose de fondamental pour nos démocraties, parce que nos lecteurs, nos internautes et nos auditeurs, enfin, quel que soit le média dans lequel on utilise, ont besoin d'une presse forte, une presse qui fonctionne. Dans le rôle que j'ai eu chez Google dans les dernières années, j'ai beaucoup travaillé dans le Moyen-Orient, en Afrique, dans le nord de l'Europe, dans l'est de l'Europe. Et j'ai vu quelle est l'importance, quelle est la force d'une presse indépendante, d'une presse libre, d'une presse qui puisse s'exprimer. Ensuite, j'aimerais rappeler quelque chose, qui est que la presse news, et ce qui est à la base de l'AIPG, est une presse qui est au-delà de par son travail, enfin, ne peut pas toujours faire des choix qui soient liés à des contingences économiques immédiates. C'est une presse qui, par devoir d'immédiateté, par devoir de qualité, se soumet à des contraintes financières qui ne seraient probablement pas celles qu'ils auraient si ces deux principes, ces deux devoirs n'étaient pas à leur base. Ce qui justifie, à mon égard, dans mon opinion, le fait que l'ensemble de la filière et nous aussi fassions quelque chose pour soutenir cette presse de manière forte et de manière, j'aimerais dire pérenne, et le mot est choisi avec attention. La création du fonds, pour moi, ça a été quoi en 3 mots?
ça a été surtout la naissance d'un dialogue. Francis, Denis, Marc, Bruno, quand nous avons commencé à parler avec vous et avec d'autres, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile au début parce que nous pensions, Google, à notre business model et bien sûr à soutenir le business model de l'Internet et à comment peut-être partager ce business model, mais c'était compliqué à faire et difficile à faire. Et vous aviez et vous avez un rôle, un devoir et une fonction qui rendait ce dialogue compliqué. On a choisi une approche pragmatique, imparfaite par définition, car toute approche est imparfaite. Mais une approche pragmatique qui nous a permis de faire du parcours ensemble, d'apprendre à se connaître. Aujourd'hui, nous travaillons sur des produits en commun. Aujourd'hui, nous travaillons sur de la formation. Aujourd'hui, nous travaillons sur des business models. Nous réfléchissons à la mobilité. Et je me souviens avec joie du voyage que j'ai pu faire avec les membres du fonds pour aller visiter ensemble Mountain View et réfléchir encore plus loin à ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc pour moi, c'est ce dialogue qui est important et qui nous permet de mieux comprendre ce que la presse news a comme devoir, ce que la presse news a comme opportunité. Je voudrais dire ensuite, et je termine avec ça, 3 mots encore, qu'en France, on a une situation particulière. Quand on est anglais ou américain, permettez-moi de le dire, n'importe quel journaliste de qualité moyenne qui en écrive en Angleterre ou en Amérique a une audience mondiale. Je ne critique pas les Anglais et les Américains. Ils ont une chance, c'est que quand quelqu'un écrit un article, il a potentiellement 300 millions de lecteurs ou 400 millions de lecteurs. Un prix Pulitzer ou Nobel en France qui écrit un article génial, je crois qu'il a 15 millions potentiels, 20 peut-être, je ne sais pas, entre 10 et 20, disons, millions de potentiels lecteurs. Donc ici, ce n'est pas une logique de quantité qu'on peut prendre, c'est une logique de qualité. Et si on voit les projets qu'on a vus ce matin, je pense sincèrement qu'on peut dire que l'optique qualité, attention aux consommateurs, j'ai adoré voir que chacune des personnes qui a parlé aujourd'hui a mis le lecteur en premier. Qu'on a mis la réflexion sur la data, la réflexion sur la mobilité comme des manières d'être plus en contact avec son lecteur et de faire de la qualité, pas de faire de la quantité. Et je pense que c'est une bonne voie, ça prend du temps, c'est pas facile de faire de la qualité, mais que c'est une bonne voie. Pour le futur, je pense que pour nous, la réflexion continue, le dialogue continue, on essaie de l'améliorer. Je ne sais pas aujourd'hui ce que nous allons faire, mais je sais qu'il y a 3 thèmes sur lesquels nous voulons travailler. Le premier, c'est continuer sur le développement des produits. Continuer à développer des produits pour la vidéo, continuer des produits pour développer de l'audience, et le faire de plus en plus en commun avec des opérateurs de presse, de façon à ce que ces produits correspondent à ce que le lecteur veut, et qu'on soit capable ensemble de les rendre utilisables et forts. Continuer à stimuler l'innovation. Merci, heureux d'être là au NUMA, heureux des collaborations qu'on a, mais continuer à stimuler l'innovation. Ce fonds, on verra. Il y a plusieurs manières de stimuler l'innovation. Ce fonds a été peut-être quelque chose qui nous a plu. Donc on va réfléchir. Et ensuite, continuer à travailler ensemble maintenant qu'on a plus de confiance sur la recherche et la formation. Je fais remarquer qu'il n'y a eu aucune obligation d'utiliser des technologies de Google dans le fond. D'ailleurs, nos plateformes n'ont pas beaucoup augmenté leur pénétration en France avec la presse dans les dernières années. Je pense que c'est, de mon point de vue de Google, je pense que c'est dommage, qu'il faudra qu'on apprenne à en arriver là, parce que la qualité de la monétisation passe par des plateformes efficaces. Mais on n'en a jamais fait un lien. Il faudra qu'on le mérite, qu'on fasse en sorte que nos produits créent non seulement de la confiance, mais une valeur suffisante à être perçus comme étant ceux qu'il faut choisir. Mais nous n'allons pas renoncer à y travailler, car je pense que dans une optique de qualité et pas de quantité, la manière dont on présente les audiences aux lecteurs va être absolument fondamentale dans le fixe comme dans le mobile. Donc encore une fois, je voudrais remercier l'ensemble des membres du fonds. Je pense... je n'ai pas remercié Jean Viossion-Ponté et Georges Sandro, pardon, mais je les remercie de tout cœur pour le travail qu'ils font auprès du fonds. Et Francis, merci surtout à toi et n'oublions pas Nathalie Collin non plus. Merci Carlo. Alors je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, même si je suis complètement d'accord avec tout ce que vient d'expliquer Carlo. Je vais expliquer notre
action à nous, éditeurs, et notre vision des choses en tant qu'éditeurs. Notre préoccupation, évidemment, en tant qu'éditeur, c'est à chaque fois d'accélérer la mutation numérique de nos titres. Le numérique, c'est un marché qui existe déjà très important et dont on voit qu'il va être encore plus important dans les années à venir et dont il y a beaucoup de potentialités qu'on ne maîtrise pas encore complètement. Et le numérique, c'est quoi? C'est beaucoup de technologies et un certain nombre d'inconnus qui forcent à prendre des risques en faisant des investissements, et la logique de test and learn, il est encore plus indispensable sur le numérique qu'ailleurs. Donc en fait, c'est de l'innovation et du risque. Pour des entreprises de presse dont l'économie est ce qu'elle est, mais pour lesquelles on pense que le numérique est une potentialité énorme, il y avait un point d'interrogation: est-ce que nous étions capables de faire ces innovations en prenant les risques en question? Et ce qui nous a intéressés dans les discussions qu'on a eues avec Google, c'est qu'on s'est rendu compte au cours des mois de discussion qu'on pouvait dépasser nos visions des choses, nos oppositions, pour bâtir une vraie logique de partenariat. Et c'est ce que je trouve très positive. On s'est aperçu qu'en fait, Google était susceptible de nous apporter, tant en moyens technologiques que donc en moyens financiers, d'une aide pour accélérer notre développement. Moi, mon métier, c'est de permettre à mon titre de se développer plus vite, d'entrer plus vite dans le monde du numérique. Si j'ai un partenaire qui, en respectant mon indépendance, m'aide à accélérer ce développement, m'aide à faire un certain nombre de projets que seul je n'aurais pas pu faire, je trouve que si je n'accepte pas cette logique de partenariat, je fais une erreur. Voilà. Et je crois que ce que vous avez vu, les différents projets qui vous ont été présentés pendant toute la matinée, montrent la variété des projets qu'ont développés les éditeurs. Un bon nombre d'entre eux, à mon avis, n'auraient pas vu le jour si on n'avait pas eu le partenariat avec Google. Google nous a laissé totalement libres des développements que nous voulions faire. Je le répète, Carlo vient de le dire, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'aucune obligation d'utiliser la technologie Google. C'est vraiment une logique de partenariat. Vous voulez innover? Eh ben nous, Google, on va vous aider à innover. Voilà. L'innovation est au centre et la liberté est au centre de ce que l'on fait. Et c'est ce qui fait que je crois que cette logique de partenariat est extrêmement importante. Elle est, je crois, unique en Europe, peut-être même unique dans le monde. Et je me demande toujours pourquoi elle est unique. Et je pense que les autres pays d'Europe qui ont des relations parfois plus compliquées devraient peut-être regarder ce qu'on a fait en France. Et je trouve que c'est un bon exemple de ce qui pourrait être fait à l'étranger dans l'intérêt de tout le monde. Et maintenant, je réponds à toutes les questions. Bonjour, Jean Dalius, tourmac.com. Je voulais vous poser deux questions. La première, c'est de savoir pourquoi le SPIL, le syndicat de la presse numérique, n'est pas représenté dans le fonds Google. Voilà ma première question. Et ma deuxième question, c'est pourquoi avoir réservé aux médias IPG vos aides, puisque bon, il y a quand même un foisonnement très important dans la presse spécialisée. Donc voilà. Alors, deux choses. D'abord, en ce qui concerne la participation du SPIL, il faut savoir qu'au début de la création du fonds, le SPIL était assez opposé au fond. À partir du moment où il était opposé, ça aurait été paradoxal qu'il rentre au conseil d'administration en y étant opposé. On est très heureux qu'un certain nombre de projets présentés par le SPIL aient été choisis. Et c'était des projets intéressants, donc naturellement, on les a adoptés. Maintenant, les statuts étaient déposés, ils sont ce qu'ils font. Ils sont ce qu'ils sont. Le fonds, comme l'a dit Carlo, se termine à fin 2015, même s'il est peut-être prolongé en 2016, puisqu'il restera encore de l'argent. À ce moment-là, on verra ce que l'on fait, et il n'y a pas de raison de ne pas l'ouvrir, effectivement. Mais ça vient d'une position historique du SPIL. Maintenant, en ce qui concerne l'IPG, je te laisse parler. L'IPG, au début, ça a été, ce fonds est né d'une médiation et le choix qui nous a été proposé était de travailler avec l'IPG. Après, c'est très difficile pour Google de dire qu'est-ce qui doit être représentatif ou pas et vers où le fonds doit aller. On y réfléchira. Toutefois, je pense que ce concept de presse politique et générale qui a, de par la nécessité de fournir de l'actualité et de par la nécessité de fournir une exhaustivité
un devoir et une structure de coûts différente que d'autres a sa justification. Quand des amis que j'aime de tout mon cœur mais me comparent la situation de magazines de mode ou d'autres thèmes, voilà, peut-être qu'il n'y a pas les mêmes contraintes et donc peut-être pas les mêmes logiques. Après, on peut vouloir faire des partenariats, mais ce sont des partenariats d'une logique différente, je pense. Oui, il est sûr que quand on est un titre d'IPG, on est obligé de traiter une diversité de sujets extrêmement importante et on a donc des coûts, en particulier des coûts éditoriaux, qui sont beaucoup plus importants que ceux d'un magazine thématique. C'est pour ça qu'au départ, on était parti là-dessus. Là encore, les choses peuvent évoluer, mais au départ, il faut un cadre et c'est ça l'idée du cadre. Merci. Donc c'est une réunion très intéressante, mais quand même doublement schizophrénique quand même. La moitié des éditeurs qui sont là passent leur temps à crier contre Google. Ils viennent toucher de l'argent, et pour prendre que 2 exemples, c'est le groupe Lagardère, le Nouvel Observateur. Donc ça c'est la première schizophrénie. Deuxième schizophrénie, c'est Wanifra et Google. Wanifra a été l'adversaire le plus résolu, là peut-être changé tant mieux, mais le plus résolu de Google. Donc quand même, comment gérez-vous cette double schizophrénie et voilà. Du côté de Google, honnêtement, on la vit très bien. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Avoir une opinion, c'est respecter l'opinion des autres. Donc si on est pour la liberté de la presse, on est pour la liberté d'expression. Donc moi, ça me pose aucun problème qu'on participe au fond et qu'on ait des opinions différentes. Ce que j'espère, c'est que ça donne un devoir de vérité. Donc il y a des opinions qui peuvent être différentes, mais des faits qu'il faut peut-être reconnaître. Je dirais simplement que nous n'avons d'autant plus de mérite de continuer à nous développer malgré les critiques. Mais ce que je pense, c'est que ce genre de journée et la démonstration de ce que l'on a fait devrait logiquement amener chacun à abandonner cette attitude schizophrénique et à se dire, en fait, il y a une voie qui, concrètement, objectivement, est très intéressante et très positive pour tout le monde. Voilà. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le One pour préparer cette journée. J'ai jamais vécu aucune schizophrénie avec eux. Je pense qu'ils ont fait un boulot remarquable. Ils ont montré leur engagement aux côtés des projets qu'on a financés. Ils ont monté leur engagement pour monter avec nous une journée qui va aussi inspirer au-delà de ce qu'on a financé et donc au-delà du travail quotidien du fonds. Il n'y a vraiment pas de schizophrénie et je leur rends hommage. Vincent, tu voulais dire? Oui, Vincent Perrine, donc je suis directeur général de Wanifra. Ça fait presque 3 ans donc, que je dirige cette organisation. Et Bertrand nous a quittés il y a 4 ans et les choses ont changé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Oui, ah ben. Alexandre Picard du Monde. Pour l'avenir du fonds, en fait, est-ce que c'est pas un peu surprenant de voir que vous entretenez quelque chose d'aussi flou et d'aussi ouvert sur l'avenir, alors qu'on est, disons, je sais pas, en avril et qu'on parle de fin 2015, on a l'impression que vous laissez planer. Quel intérêt à faire ça? Pourquoi pas juste reconduire ce très très beau fonds? Alors, on fait planer rien du tout. D'abord, il reste encore une vingtaine de millions à distribuer, donc il y a quand même un travail à faire encore. Et puis, on a été, par le passé, on a la chance de pouvoir dialoguer maintenant. Donc, on aimerait bien que ce soit fait avec le dialogue. Et puis, se pose une question qui, pour nous, est une question importante, c'est quid des autres pays aussi. Donc, comment cette expérience peut devenir une expérience plus européenne. Donc, on travaille sur ces 2 sujets en ce moment. Et dès qu'on sera capable d'en dire plus, parce que le dialogue nous aura permis de le faire, on le fera. Vous savez, nous sommes une boîte globale. Nous, on essaie d'avoir une cohérence globale et on est obligé d'avoir une cohérence globale. Donc, cette cohérence fait qu'on ne peut pas regarder. Et je pense, permettez-moi aussi, que c'est important pour tout le monde qu'on ait dans la presse une optique assez globale quand même, non? Les frontières, si on veut évoluer, la francophonie, elle va au-delà de la France. Donc, je pense que tout ça il porte à réfléchir à une logique qui soit plus globale.
on n'a pas dit qu'on est en train d'abandonner la France. On a dit qu'il y a une logique plus globale à avoir. Et puis... Pardon ? Oui, j'en suis convaincu. J'en suis honnêtement convaincu. Mais non, il faut avoir des convictions quand on est dans une boîte. Hein. Alors, ce que je dirais d'abord, c'est que d'abord 2016, c'est dans 9 mois. Le numérique, c'est un monde très rapide. Donc 9 mois, on a tout à fait le temps de faire des choses, d'autant que effectivement, il restera de l'argent à dépenser encore en 2016. Donc le fonds, il n'est pas prêt de s'arrêter immédiatement. Il est évident, compte tenu des discussions qu'on a, qu'il y aura quelque chose qu'on mettra en place après. Mais on a vu d'ailleurs ici les demandes de certains, du Spiel disant moi aussi je veux en faire partie, de magazines disant etc. Donc oui, on est ouvert, on va discuter. C'est vrai que comme je le disais moi à la fin de mon intervention, moi je pense que notre exemple il est très intéressant pour les autres États européens et que ce serait pas stupide d'imaginer quelque chose de plus global. Donc on a le temps de voir et on y travaille. Rassurez-vous, il y aura une suite. Non ? Oui ? Merci. Y compris en Allemagne ou en Belgique où il y a eu des procès, c'est des développements qui sont possibles ? Ça c'est on discute. Hein. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera, mais l'idée c'est d'être général. C'est une réponse Alors, générale. en Belgique, il y a des accords, et en Allemagne, il y a des opinions très différentes sur plein de sujets. Je pense qu'il ne faut pas confondre aussi la situation de la presse avec la situation des activités Internet de certains groupes de presse. Nous, notre volonté, c'est de contribuer à la digitalisation de la presse news, qui est une presse politique et générale, qui a une situation particulière sur laquelle nous pensons qu'il est notre devoir d'investir, que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter à ça. Après, encore une fois, nous avons prouvé par notre manière de faire, de chercher de la sérénité, de chercher un dialogue, mais de ne pas tenter d'imposer notre opinion aux autres non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bien. Alors vous avez faim ? Allons à table. À tout à l'heure. Merci.